abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire et partagez la vidéo. Ah, La Fontaine, le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi. On a tous ces images un peu d'Épinal en tête, ces morales qu'on apprenait par cœur à l'école. Du coup, on a l'impression de bien le connaître. Des histoires d'animaux qui parlent, plutôt charmantes, un peu naïves même. Bref, des contes pour enfants, non? Eh bien, et si tout ça, en fait, ce n'était qu'une façade? C'est exactement la question qu'on va creuser. Et si, derrière cette apparence de simplicité, ces fables étaient en fait un manuel incroyablement lucide sur le pouvoir, la psychologie et finalement sur l'art de s'en sortir dans un monde qui est tout sauf simple. Un véritable guide de survie pour adultes, ouais, carrément. Mais caché, dissimulé derrière des vers d'une élégance redoutable. Alors, on commence par quoi? Par le pouvoir, évidemment. Parce que, attention, loin d'être de simples petites histoires, ces fables, c'est une véritable dissection au scalpel des mécanismes de la politique, du leadership et surtout de ses ratés. Faut s'imaginer La Fontaine en observateur impitoyable de la cour de son époque, qui regarde les puissances s'agiter et qui prend des notes. Allez, un exemple concret. L'histoire de ce sultan Léopard. Imaginez la scène. Il règne tranquillement au milieu de ses richesses, tout va bien. Sauf que, pas très loin de là, dans la forêt d'à côté, un lionceau vient de naître. Un petit orphelin, a priori complètement inoffensif, le genre de menace qu'on se dit qu'on peut tranquillement ignorer. Mais son conseiller, lui, un renard expert en politique, voit le danger tout de suite. Et son conseil, il est brutalement pragmatique. Il faut l'éliminer, maintenant, tant que la menace est encore faible. Et la réponse du sultan? L'indifférence. L'inaction totale. Le texte dit juste « le sultan dormait ». Et en dormant, il endort tout son royaume dans une fausse impression de sécurité. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le lionceau devient un lion redoutable. Et là, le conseil du vizir change du tout au tout. Fini le temps de détruire, maintenant il faut apaiser. Le coût de l'inaction est devenu énorme, il faut sacrifier ses propres richesses, ses propres moutons, pour calmer un ennemi qu'on a soi-même laissé devenir tout-puissant. Mais ce n'est pas seulement la négligence que La Fontaine a dans le viseur, c'est aussi l'arrogance du pouvoir, l'arrogance des grands empires. Et pour illustrer ça, il nous emmène faire un petit tour devant le Sénat romain, à la rencontre d'un ambassadeur, disons, assez surprenant. Imaginez le tableau. Le type qui se présente, il vient des rives du Danube. Son apparence est brute de décoffrage, presque sauvage. La Fontaine nous le décrit comme, je cite, « un ours mal léché ». Forcément, les sénateurs, habitués au luxe, au faste, ils doivent s'attendre au discours un peu confus d'un barbare. Eh ben, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Parce que cet homme, avec son look si rustre, il va livrer un discours d'une puissance, d'une clarté absolument foudroyante. Il dénonce l'avidité de Rome, la brutalité de l'occupation, cette fausse supériorité des conquérants. Le choc est total pour les sénateurs. Et la leçon de La Fontaine est limpide. La véritable autorité, la vraie puissance, elle ne se trouve ni dans les titres, ni dans les vêtements, mais bien dans la force de la vérité. Bon, on a vu le pouvoir, maintenant La Fontaine fait quelque chose d'encore plus fort. Il tourne le miroir vers nous, vers chacun de nous. Il va explorer les failles universelles de notre propre esprit. Tous ces petits pièges psychologiques dans lesquels on a tous tendance à tomber. Et le premier de ces grands défauts, c'est ce qu'il appelle l'amour-propre. Dans une fable, c'est un singe qui l'explique au roi lion. L'amour-propre, c'est un peu le père de tous nos défauts. C'est ce besoin presque viscéral de s'admirer qui nous pousse à admirer les autres, mais attention, c'est une ruse. On les admire pour qu'un petit peu de leur gloire nous éclabousse au passage. Malin, non? Et pour illustrer ça, La Fontaine nous donne un exemple juste hilarant. Imaginez deux ânes qui se font des compliments. L'un dit à l'autre, très sérieusement, « Seigneur, votre chant est divin, vous surpassez Lambert ». Lambert, c'était une sorte de pop star de l'époque. C'est l'amour-propre dans toute sa splendeur ridicule, de la flatterie mutuelle complètement aveugle et, on l'imagine, assez dissonante. Autre faille de notre esprit, la croyance volontaire. Le truc, c'est que notre cerveau est un peu programmé pour croire ce qu'il arrange. La Fontaine le résume parfaitement à la fin du Loup et du Renard. Au fond, chacun de nous croit très facilement ce qu'il a envie de croire ou ce qu'il a peur de croire. L'histoire est géniale. Un renard est coincé au fond d'un puits.
pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il convainc un loup qui passe par là et qui meurt de faim que le reflet de la lune dans l'eau, c'est un fromage délicieux. Et la fin du loup, son désir est tellement fort que ça efface toute logique. Il saute dans l'autre seau, ce qui fait remonter le renard, et le loup, lui, se retrouve piégé à son tour. Et puis, il y a le grand classique, cette tendance tellement humaine, l'instinct de toujours rejeter la faute sur les autres. La Fontaine observe ça avec une précision presque chirurgicale dans la fable du fermier, du chien et du renard. Alors voilà l'histoire. Il y a eu un massacre dans le poulailler. À qui la faute, selon le fermier? À lui-même, parce qu'il a mal fermé la porte? Bien sûr que non. Il s'en prend à son chien. Le chien a beau lui répondre avec une logique parfaite. En gros, si le patron dort, pourquoi c'est moi qui devrais rester éveillé? Sa défense ne sert à rien. Il se fait battre. Et La Fontaine conclut, un peu désabusé, c'est comme ça que ça marche, on cherche toujours un coupable plutôt que d'admettre ses propres erreurs. Bon, après avoir parlé pouvoir et psychologie, La Fontaine va encore plus loin. Il se pose la question de la sagesse. Tout simplement, comment est-ce qu'on mène une vie bonne? Et là-dessus, il nous présente deux philosophies, deux chemins vraiment très différents. D'un côté, on a la sagesse de l'action, une sagesse tournée vers les autres, celle qui dit qu'il faut construire pour le futur. Et de l'autre côté, on a la sagesse du retrait, de la solitude, celle qui cherche la paix intérieure, loin, très loin du bruit et de la fureur du monde. Alors, la première voie, elle est incarnée par un personnage génial. Un vieil homme de 80 ans qui est en train de planter des arbres. 3 jeunes passent par là et se moquent de lui. À quoi bon se donner tout ce mal pour un futur qu'il ne verra jamais? Et sa réponse, elle est juste magnifique. Il leur explique qu'il travaille pour le plaisir des autres et que ce plaisir-là, ils le ressentent déjà. Et puis il leur lance un petit avertissement, l'air de rien. Qui peut vraiment savoir qui d'entre nous sera encore là demain pour voir le soleil se lever? La conclusion de la fable, elle est glaciale. 3. C'est le nombre de jeunes moqueurs que le vieil homme a fini par enterrer. L'un se noie, l'autre meurt à la guerre, le troisième tombe dans l'arbre. La sagesse du vieil homme, ce n'était pas juste un bel espoir, c'était une compréhension profonde et assez sombre de l'incertitude totale de la vie. Alors, ça veut dire que la vie de solitude, c'est forcément moins bien? Eh bien, ce n'est pas si simple. Parce que La Fontaine nous raconte aussi un rêve très étrange. Un type voit en songe un vizir, un homme de pouvoir, tranquillement au paradis. Et juste après, il voit un ermite, un modèle de piété pour tout le monde, en train de griller en enfer. C'est le monde à l'envers, non? Et l'explication du rêve, c'est là que tout se joue. Ce qui compte, nous dit La Fontaine, ce n'est pas du tout l'apparence. C'est l'intention, réelle, profonde. Le vizir, malgré sa vie très publique, cherchait sincèrement des moments de calme et de solitude. L'ermite, lui, sous son masque de sainteté, passait son temps à rêver en secret aux faveurs de la cour. En fait, La Fontaine ne choisit pas une voie plutôt qu'une autre. Il nous dit que la vraie sagesse, elle est dans l'authenticité, peu importe le chemin. Alors, si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qui nous reste? Des leçons sur le pouvoir? Des avertissements sur nos propres faiblesses? Des réflexions sur la meilleure façon de vivre? Mais au fond, c'est quoi le message ultime? Le point essentiel, le voilà. Les fables de La Fontaine, en réalité, elles ne parlent pas d'animaux. Les animaux, ce ne sont qu'un prétexte, une ruse. Le loup, le renard, le lion, l'âne, en fait, c'est nous. Chaque fable, c'est un miroir qu'il nous tend pour qu'on y voit nos propres ambitions, nos propres ridicules, nos peurs, nos espoirs. Et c'est précisément pour ça que ces textes, qui ont plus de 300 ans, sont toujours aussi brutaux, aussi pertinents aujourd'hui. Ils nous forcent à nous poser la question. Finalement, qui est-on? Est-on le sultan endormi? Le fermier qui accuse son chien? L'âne qui flatte son copain pour se sentir mieux? Ou le vieillard qui plante des arbres pour les générations futures? La question finale, la plus importante, ce n'est pas de savoir ce que La Fontaine a dit il y a des siècles, mais ce que son miroir nous révèle sur nous-mêmes, ici et maintenant. Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez et partagez cette vidéo. Allez, ne sois pas timide, fais-le pour moi.